Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la chaîne podcast de GMK. Aujourd'hui, je reçois Tara Rehman, qui est une kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie. Mes connaissances dans le domaine étant proches du néant, j'ai vraiment beaucoup appris au cours de cette discussion où nous abordons la problématique de l'hypopressif, de l'incontinence urinaire, en passant par les preuves actuelles sur toute la rééducation en pelvipérinéologie. Bref, j'ai passé un super moment et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Comme d'habitude, vous pouvez accéder à d'autres contenus, des interviews, des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com, rubrique blog. J'ajoute que pour ne rater aucun nouvel épisode, vous pouvez vous abonner soit à notre page YouTube, soit à notre chaîne de podcast sur n'importe quelle plateforme d'écoute à la demande. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle interview du podcast de GMK. Comme d'habitude, je vais me présenter, je m'appelle Mathieu Loubière, je suis co-gérant de GMK Formation. J'ai quelques conflits d'intérêts à annoncer avant de démarrer. Donc, comme je l'ai dit, je suis co-gérant d'une société de formation qui organise des cours en privé dans la région centre-est. Je suis également intervenant en formation initiale et continue. Et puis, je travaille en tant que kinésithérapeute libéral dans une pratique musculo-squelettique exclusive. Ce qui fait que dans le thème aujourd'hui, je suis un profane absolu. Donc, ça va être très intéressant pour moi de discuter avec mon invité. Et GMK organise dans le cadre de la forme de la structure des podcasts que j'anime régulièrement, 1 à 2 fois par mois, où j'ai la chance d'avoir des personnes qui acceptent de discuter avec moi sur des thèmes divers et variés. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Tara Rehman. Bonjour Tara. Bonjour. Meilleurs vœux, puisqu'on est au début. Merci. Oui, c'est vrai. Bonne année. Bonne année, bonne année. Qui est en duplex spécial de la France, mais pas métropolitaine. Et oui, de la Réunion. Ah, Saint-Denis. Il fait beau, il fait chaud. Il fait très beau, très chaud. C'est la saison, c'est la saison des pluies normalement, mais c'est l'été, donc il fait extrêmement chaud. Mais là, ça va encore, et il pleut pas trop, donc les randonnées sont agréables et la mer est excellente. Super. Voilà. Eh bien, écoute, Tara, est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter, puis pourquoi pas, si jamais tu as des liens d'intérêt quelconques, si tu peux aussi me les exposer. Oui, bien sûr. Alors, je suis masseur kinésithérapeute depuis 2017, donc de l'IFMK de Saint-Maurice. J'ai fait aussi un master de recherche par la suite, juste après, qui m'a permis ensuite de partir pendant mon master 2 6 mois à Montréal, donc où j'ai fait un stage de 6 mois dans le laboratoire du professeur Chantal Dumoulin, donc, qui est une, je ne sais pas si certaines personnes peut-être connaissent, mais c'est une des personnes qui écrit les recommandations internationales sur le sujet de l'incontinence urinaire, notamment à l'effort, chez les personnes âgées aussi, beaucoup. C'est son domaine d'expertise. Elle écrit les Cochrane en fait, sur le sujet et les recommandations internationales de l'International Continence Society. Donc, c'était vraiment très, très, très intéressant d'aller chez elle pour apprendre vraiment l'aspect recherche clinique avec l'expertise québécoise qui est très, très bonne. Et donc, ça m'a permis de mettre en place une étude transversale sur le sujet de l'hypopressif. Donc, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Donc, voilà. Et puis, sinon, moi, je suis vraiment clinicienne parce que je travaille en cabinet libéral dans un cabinet qui est spécialisé en rééducation en pelvipérinéologie. Donc, c'est le cabinet de Sandrine Gaïa-Calambari, que peut-être certaines personnes connaissent, puisqu'elle est directrice pédagogique de l'Institut de pelvipérinéologie de Paris, donc JPPP. Donc, ça fait 3 ans que je travaille avec elle, et donc avec vraiment que des patients avec des dysfonctions pelviennes. Donc, ça peut aller... Il y a beaucoup de femmes en postpartum, donc de la rééducation du postpartum, rééducation abdominale du postpartum, mais aussi rééducation, prise en charge des troubles, des par exemple, syndromes douloureux, par exemple, de la région pelvienne, rééducation rectale, enfin voilà, c'est très très vaste. Et donc voilà, et puis sinon, je suis aussi enseignante, j'enseigne
à l'IFMK de Saint-Maurice, donc mon ancien IFMK, en vacataire. Donc, j'enseigne vraiment que de la pelvipérinéologie. J'enseigne à l'Université de Lyon aussi, pareil, pour un IFMK. En formation, je pense que c'est encore de la formation initiale puisque c'est du master, je crois. Donc, le master d'Amiens, le master IRHPM d'Amiens qui est co-dirigé par François-Régis Saran et Adrien Palot, qu'on ne présente plus. Donc, j'ai aussi un assez gros lien d'intérêt du coup avec l'IPPB puisque je travaille avec la directrice pédagogique et en plus je donne des cours là-bas. Donc, c'est vraiment assez ponctuel, mais ça risque d'être un peu plus continu à partir de l'année prochaine, voire même cette année. Et aussi avec Kiné Lille Formation, donc co-dirigé par Aurélien Passeri. Et dernier lien d'intérêt, il y en a beaucoup en fait. Je travaille avec une start-up, donc je suis collaboratrice scientifique de la start-up Perifit, qui est une start-up qui a développé une sonde intravaginale connectée. Il y a une application Bluetooth, enfin via Bluetooth à une application smartphone plutôt, qui permet en fait aux patientes d'avoir une plus grande adhésion au traitement, puisque ça leur permet d'avoir un feedback sur ce qu'elles font au niveau de leur renforcement du plancher pelvien. Donc voilà, c'est un peu c'est très active et investi dans plein de champs différents. Ça doit être vraiment intéressant. Ouais, c'est très très intéressant, c'est vraiment super et c'est cool d'avoir un champ en fait, un domaine où il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites encore. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, d'avoir toutes ces possibilités-là qui s'ouvrent à soi, plein d'opportunités, il suffit de les saisir. Donc, d'avoir le temps aussi. Oui, c'est notre problème à tous, je pense que c'est le problème du temps. C'est ça. Ils ne font que 24 heures. Ok, super. Donc, vous l'aurez compris, si vous nous écoutez, c'est qu'aujourd'hui, on va parler du domaine d'expertise de Tara. Et alors, il se trouve que je pense qu'on est diamétralement opposés. C'est-à-dire que je dois être ton antimatière, étant donné que je ne connais absolument rien en urogynéco. Les derniers cours que j'ai vus, ça date de ma sortie d'école, c'était en 2005. Oh. Et en fait, j'ai jamais vu de patiente ni de patient dans ces domaines-là. Donc, du coup, ça va être intéressant et je voulais qu'on démarre, qu'on définisse quelques termes pour les profanes comme moi, parce qu'on entend bien sûr la rééducation et on va aussi parler de ton mémoire de master qui a traité l'hypopressif, parce que c'était très intéressant de l'évoquer. Déjà, est-ce que tu pourrais juste nous resituer un petit peu le cadre d'exercice en urogynécologique pour les kinésithérapeutes? Ouais, alors déjà, juste en parlant des termes utilisés, on ne dit plus urogynécologie maintenant, on dit pelvipérinéologie. Parce que, en fait, si tu veux, c'est assez historique en fait, mais c'est parce qu'avant les années 1990, si tu veux, il y avait vraiment une compartimentation, juste même du périnée. Je vais dire périnée comme ça, ce sera plus simple, mais moi j'ai l'habitude de dire plancher pelvien. Donc, où tu avais, par exemple, les urologues qui s'occupaient que des problèmes urologiques, donc vessie, urètre. Ouais. Après, tu avais les gynécologues qui s'occupaient, donc là, on parle que du plancher pelvien féminin, mais les gynécologues qui s'occupaient que de la partie vraiment gynéco, donc le vagin, l'utérus, voilà, les problématiques liées à ça. Et tu avais tout ce qui est gastro-entérologue, proctologue qui s'occupait vraiment plus de la partie plus en arrière, donc que ce soit le rectum, l'anus. Voilà. Et en fait, si tu veux, ils se sont rendus compte à partir des années 1990. Donc, c'est vraiment les travaux c'est Wall et Delancey. Donc, c'est vraiment les deux pionniers de la matière. C'est eux qui ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et ils ont dit, ouais, c'est bizarre parce qu'en épidémiologie, quand il y a une personne qui a un problème un peu plus en avant, donc par exemple urinaire, elle a aussi souvent des problèmes un peu plus au niveau anal, ou quand il y a un prolapsus, donc c'est-à-dire une descente d'organes par le vagin. En fait, on a aussi un problème au niveau urinaire. Donc, je pense qu'ils ont dit, je pense en fait que c'est lié, cette compartimentation, c'est pas une bonne chose. Donc déjà, ils ont commencé à dire non, mais en fait, il faut dire plancher, il faut dire plus plancher pelvien. Ils ont vraiment décrit ça comme quelque chose, un ensemble, pas quelque chose de compartimenté. Et ensuite, tu as les travaux d'autres chercheurs comme Richardson, Paul Hughes, Stafford, qui ont commencé à dire mais non, mais en fait, ils ont commencé à parler de complexes lombopelviens, de caisson abdominale,
et de dire, bah, non, en fait, ce plancher pelvien, il n'est pas tout seul, il est relié à d'autres entités. C'est une zone de carrefour. C'est intéressant de voir les liens qu'il y a en haut et en bas. Et donc, maintenant, on parle vraiment de pelvipérinéologie. Donc, toutes les problématiques de dysfonction pelvienne, mais on parle aussi de complexe endopelvien, quoi. Donc, c'est pour ça. On dit pelvipérinéologie et pas urogynéco, parce que si c'est urogynéco ou vésico-sphinctérienne, tu vois, tu as beaucoup aussi de rééducation vésico-sphinctérienne, bah, tu ne parles pas de tout ce qui se passe en haut. Enfin, voilà, donc c'est compliqué. Donc, on a tendance à dire plus ça maintenant. Ok, donc en pelvipérinéologie, du coup, tu as bien fait de me corriger. Quel est le cadre d'exercice d'un kiné, on va dire lambda classique, sur quoi il intervient en général, toi qui es spécialisé dans ce domaine? Bah, en fait, il va intervenir sur plein de choses. Si on va prendre, imaginons, on prend juste la population féminine, on va intervenir sur des problématiques d'incontinence urinaire, d'incontinence anale, de descente d'organes, de douleurs pelviennes. Donc, on appelle ça, ça peut aller de la dyspareunie, d'intromission. Donc, ça veut dire quand on introduit quelque chose dans le vagin, bah, ça fait mal, par exemple. Donc, ça a des rapports douloureux, examen gynécologique très douloureux qui, du coup, handicape la patiente. Et forcément, on va avoir un impact sur sa qualité de vie. J'en oublie, hein, c'est sûr, hein, mais prise en charge, voilà, c'est syndrome douloureux, ça peut être la prise en charge de l'endométriose, mais vraiment de vraiment plus les syndromes douloureux liés à l'endométriose, par exemple. Donc voilà, par exemple, chez la femme, chez l'homme, ça va être tout ce qui est prise en charge aussi de l'incontinence urinaire anale, dysfonction sexuelle aussi, donc les problèmes, les dysfonctions érectiles, par exemple. Par exemple, l'incontinence urinaire chez l'homme, par contre, la pathophysio va être différente de chez la femme, mais on est sur quelque chose, je crois qu'on dit, en fait, qui est lié du coup à une opération. C'est l'opération au niveau de la prostate, avec le cancer de la prostate, quand on va faire l'ablation de la prostate, bah, on va avoir des interventions, enfin des gestes qui vont être faits au niveau du sphincter, et ça va donner l'incontinence urinaire. Tu vas avoir chez l'enfant, par exemple, la prise en charge de l'énurésie, donc c'est-à-dire le fait que, par exemple, l'enfant n'arrive pas à être propre, ou en tout cas a des fuites urinaires la nuit jusqu'à un certain âge. Il faut voir pourquoi. Souvent, c'est comportemental, donc il y a juste à faire un travail là-dessus, de prise de conscience de ce qui se passe. Ça peut être la constipation chronique, bien entendu. Voilà, tu vois, genre en anorectal, voilà, tu as les incontinences, la constipation, donc c'est vraiment se retenir plutôt, et d'avoir des difficultés à exonérer la selle. Voilà, et par exemple, voilà, non, mais il y a plein de choses. C'est la sportive de haut niveau qui va avoir des incontinences urinaires. Voilà, ça va être la femme ménopausée qui a des problématiques plutôt de. Enfin, je dirais pas, on ne traite pas du tout tout ce qui est sécheresse vaginale. Ça, c'est vraiment le coup, c'est vraiment pour le gynécologue, mais on peut conseiller, par exemple, dire bah voilà, peut-être que faut avoir un petit traitement. Avec trophique, enfin, quelque chose comme ça. On a aussi ce rôle de conseil, de dire bah voilà, retournez voir votre gynécologue, je pense qu'il aura peut-être des choses à vous apporter. Quand je t'entends, du coup, je m'imagine que c'est très large, parce qu'après, il y a des cliniques qui se spécialisent en pelvipérinologie, encore une spécialité à l'intérieur. Je pense par exemple Ouais. communication homme, etc. Donc ça Oui, reste bien sûr. des champs qui ne sont pas forcément exclusifs, où en général, un kiné fait tout, ou il va se spécialiser. Bah, je pense qu'au début, on fait tout parce que il faut aussi faire sa clientèle, sa patientèle, parce que des fois, il y a des prises en charge qui sont quand même un peu plus simples, dire au niveau du raisonnement clinique. Il y a certains postpartum qui sont assez simples. La prise en charge du postpartum peut être assez simple. Après, bien entendu, il y a des complications qui peuvent arriver. Et donc, à ce moment-là, on est sur des prises en charge beaucoup plus complexes. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est mon avis personnel, mais une prise en charge euh, de postpartum, je pense que je la trouverais plus simple qu'une prise en charge en neuropelvie, par exemple, où j'en ai 2 ou 3, où c'est très long, très compliqué. Et il faut vraiment avoir un travail pluridisciplinaire assez intense avec les médecins, savoir quoi faire, savoir quoi conseiller. Enfin, voilà. Donc, même si, bien entendu, en neuropelvie, les actes sont plus limités, quoi, parce que ça reste des fois tu peux rien faire. Tu as une rétention, c'est comme ça. Donc voilà. Je te remercie. Et quels sont les outils à disposition aujourd'hui, là, en 2020, des kinésithérapeutes, justement, pour traiter ces problématiques-là? Bah, tu vas voir.
du travail manuel. Donc, par exemple, déjà, tu as tout le travail. Je pense que si je prends mon bilan, alors tu as tout ce qui est travail postural. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler en posturologie avec cette patientèle-là. Tu as travail respiratoire, travail ensuite plus au niveau de la zone, si on est vraiment sur un travail analytique de la zone, du plancher pelvien, puisque c'est un ensemble de muscles. Tu vas avoir à disposition du coup des techniques manuelles qui vont te permettre de commencer un renforcement avec certaines patientes. Donc, c'est-à-dire vraiment, tu fais un toucher vaginal et tu vas apprendre à la patiente, via un feedback qui est le tien, qui est celui du thérapeute, à contracter, décontracter, avoir une modulation de la contraction, puisque c'est pas juste serrer. Ça, c'est le problème, c'est que certains thérapeutes pensent que non, mais elle serre bien, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est bien tonique. Hein. Ah bah oui, c'est bien tonique, mais elle ne sait pas se décontracter, elle ne sait pas contracter longtemps. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'il faut regarder. Après, ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien utiliser cette technique-là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ça parle moins, et c'est très bien, parce qu'il y a d'autres techniques qui existent. Après, tu as les techniques de biofeedback qui existent. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, des sondes UMG ou des sondes manométriques c'est des sondes endovaginales, donc que tu vas insérer à l'intérieur du vagin de la personne ou au niveau anal, si c'est pour un homme ou si c'est une rééducation rectale. Et tu vas demander, pareil, des contractions, etc. Et là, par contre, ça va être visualisé sur un écran et la patiente va devoir suivre soit un tracé, soit faire suivre sa contraction sur l'écran. Et ce qui est plutôt cool avec le biofeedback, quand on a la bonne sonde, c'est que ça permet de travailler en position debout. Ce qui est beaucoup plus fonctionnel, puisque souvent, les patientes, en fait, elles vont avoir des fuites en position debout, au saut, à la toux. Et donc, c'est toujours... après, moi, c'est mon leitmotiv, mais c'est de toujours travailler dans la fonctionnalité. Donc, si j'ai une musicienne et qu'elle me dit qu'elle a des fuites, par exemple, quand elle souffle dans sa clarinette, je vais la faire jouer de sa clarinette en même temps pendant la rééducation. Quoi. Donc, tu as ça. Tu as les possibilités, tu as d'autres outils comme l'électrostimulation. Donc, l'électrostimulation, ça va être pareil. Tu utilises la même sonde, tu l'insères dans le vagin et tu vas induire un courant. Enfin, tu vas mettre un courant qui va permettre en fait la contraction automatique des muscles. Je sais qu'il y a beaucoup de kinés qui l'utilisent, cette technique-là, et qui des fois n'utilisent que ça, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisque au vu de la littérature scientifique sur le sujet, les dernières recommandations internationales, on n'est pas forcément... on ne doit pas utiliser que ça. C'est un outil qui peut être complémentaire quand on a une patiente qui a vraiment du mal à contracter, qui a des problématiques vraiment de proprioception. À ce moment-là, c'est intéressant de le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Ça, c'est sûr. C'est ce que j'allais te dire. Excuse-moi, je te coupe. Ouais, vas-y. Je pense que dans mon esprit, de ce que j'en entends, hein, donc encore une fois, je suis très profane, il n'y a pas de grande différence qui est faite par certains collègues entre biofeedback et électrostime, en fait. Je pense que... Ouais, alors que c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment faire la différence entre les deux, parce que la stimulation, on est sur vraiment un traitement qui est passif. C'est vraiment ça. Alors que le biofeedback, on est sur quelque chose qui est actif. Donc, c'est la patiente qui va être acteur de son traitement, dans son traitement, actrice. Et donc, notre rôle à nous de kinésithérapeute, en tout cas moi, c'est ce que j'ai compris à la fin de mes études grâce à de très bons professeurs, c'est que notre but, c'est de guider le patient et c'est de le rendre dépendant de nous. Donc, toute notre thérapie doit être avisée de cette autonomie-là du patient, et donc on doit lui apprendre à se débrouiller tout seul. Et moi, mon but à la fin, c'est que la patiente elle soit capable de contracter tout seule, qu'elle soit capable de gérer certaines situations toute seule, et donc elle ne saura le faire qu'en s'entraînant avec moi, en lui montrant, et en la mettant dans des situations où moi je suis là pour la guider, les mêmes situations, en disant voilà, regardez, quand vous faites ça, ça va. Il faut s'entraîner pour arriver à ça. Ok, d'accord, on y va ensemble et c'est parti. Mais on ne peut y arriver qu'en rendant la patiente actrice et le patient aussi, et pas en étant que sur des traitements passifs. Donc, et franchement, en fait, la littérature elle est assez claire sur le sujet, c'est que l'électrostimulation, pour ça, c'est un bon moyen proprio, mais à partir du moment où votre patiente est assez contractée, c'est bon. Il faut arrêter l'électrostim, on va sur de l'actif et on va sur de la fonctionnalité, parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est valable également. Enfin, dans mon champ musculo-squelettique, c'est clairement valable ça. Hein. S'il n'y a pas de commande accompagnée avec, ce n'est pas très utile. Oui, voilà. Donc, après, je sais qu'il y a certains peut-être thérapeutes qui me disent oui, mais
la patiente, je lui demande de contracter en même temps qu'il y a la stimulation. Ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire du tout, c'est pas bien, parce qu'on a trop de travail au niveau des muscles. Ce muscle-là, en plus, il est très vite fatigable. 20 minutes de séance, la patiente, elle est KO. Elle n'arrive plus à contracter aussi bien, donc il ne faut pas aller là-dessus. On doit être sur quelque chose de conscientisé, de vraiment volontaire, et, sans aide pour le coup, sauf en feedback et en fonctionnel. C'est vraiment là. Franchement, tu vas voir au fur et à mesure, peut-être à la fin de l'interview, tu verras que finalement, mon champ de compétences, il ressemble beaucoup au champ du musculo-squelettique. Hein. C'est vraiment c'est assez similaire. Je pense, on est sur, de toute façon, on est sur les mêmes tissus. Après, la différence, peut-être, c'est qu'il y a les problématiques, comment dirais-je, on va peut-être l'évoquer, mais toutes les problématiques un peu de gènes ou de. Ah oui, oui, non, c'est pas pareil, c'est sûr. Qui peuvent toucher. Je t'ai coupé la parole tout à l'heure quand tu donnais les moyens. Tu n'avais pas terminé, excuse-moi. Oui. Alors, tu parlais d'électrostime. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen le traitement trophique, par exemple, des cicatrices, si tu prends en charge les césariennes. Donc, c'est un traitement classique de cicatrices. Après, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Posture. Enfin, sur toutes les techniques de posturologie, mais après, il ne faut pas être non plus. Alors, justement, qu'est-ce que tu entends par posturologie? Parce que moi, quand je dis posturologie, je pense que ça va être très différent de ce que d'autres personnes peuvent entendre par posturologie, mais ça va être beaucoup le travail en déséquilibre, en fait. C'est contrôle moteur en déséquilibre, par exemple. C'est savoir, c'est plus ça, en fait. C'est mettre ma patiente sur un truc de déséquilibre. Donc, ça va être un rondin de bois, un bosu, quelque chose comme ça. Et là, il va falloir qu'elle tienne, il va falloir qu'elle essaye de travailler l'autograndissement. Tu vois, les patientes, quand elles sortent de la période de postpartum, enfin, dès qu'elles ont, pas qu'elles sortent de la période de postpartum, mais dès qu'elles ont accouché, franchement, tu regardes leur posture, elles ont une hyperlordose lombaire, un ventre qui est très ptosé, souvent et ça c'est quelque chose que si en plus associé à une incontinence urinaire, moi ce que j'aime bien faire, c'est essayer de les faire retravailler un petit peu en rétroversion, de prise de conscience au niveau du bassin, de la proprioception du bassin, voilà, le travail de l'autograndissement. Elles sont souvent comme ça avec leur bébé, tout enroulé, etc. Ça crée des douleurs. Juste leur faire retravailler le mouvement, etc. Et comme je dis, cet autograndissement, et de leur dire, voilà, si vous travaillez comme ça, on voit juste en position de bassin, est-ce que quand vous contractez le périnée, est-ce que vous sentez que ça va mieux ou pas? Et se rendre compte que oui ou non. Des fois, certaines personnes, non, pas du tout. Moi, c'est ça que je parle de posturologie. Il y a certaines personnes qui te diront que c'est pas du tout ça, que c'est vraiment un travail postural, regarder au niveau du rachis, si c'est bien posé, symétrique, etc. Moi, j'ai appris que la posture, il n'y a pas de bonne posture en fait. C'est ce que je dis tout le temps à mes patients. Je dis non, il n'y a pas de bonne posture. Si à un moment donné, vous voulez vous mettre à rachis, oui, parce qu'à un moment, il faut arrêter de toujours être contracté partout. Non, mais il ne faut pas la tenir trop longtemps, quoi. Une demi-heure de posture. Enfin, voilà, comme ça, c'est pas forcément bon. Il faut donner du mouvement, il faut donner du dynamisme. Et c'est ce que j'enseigne. Pour moi, c'est ça la posturologie. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est juste pour faire définir les mots, parce que c'est vrai que peut-être entre les champs, le mot posture, posturo, musculo-squelettique, ils peuvent être interprétés aussi d'autres façons. Et du coup, je voulais parler de l'hypopressif. Alors, on le range dans quoi, l'hypopressif? Alors, l'hypopressif, c'est déjà, qu'est-ce que c'est complexe parce que, en fait, c'est une technique respiratoire. Enfin, moi, je ne vais pas parler d'hypopressif parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Parce que si tu veux, déjà, en terminologie, tu as différentes techniques qui vont être assez similaires. Quand tu vas les regarder, tu vas dire c'est la même chose, en fait, les gars, c'est la même chose. Alors qu'en fait, non, c'est pas. Pour les concepteurs des techniques, c'est pas la même chose. Donc, moi, je parle toujours d'aspiration diaphragmatique parce qu'elle est commune en fait à toutes les techniques dont je vais discuter. Mais l'hypopressif, si tu veux, c'est une technique respiratoire qui associe des postures et qui a été mise en place par Marcel Coffrier. Donc, quand tu dis hypopressif, c'est Marcel Coffrier. Quand tu dis normopressive, on est sur du De Gasquet, par exemple. Tu vois, Bernadette De Gasquet, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et pourtant, quand tu regardes leur technique, surtout au tout début de Bernadette De Gasquet, en fait, c'était la même chose quasiment, mais faut vraiment faire la différence. Et en gros, si tu veux,
Si on parle par exemple de la technique hypopressive de Marcel Coffrier, c'est, comme je te l'ai dit, c'est une technique qui est très globale. Elle rentre dans cette technique très globale qui essaye de tout prendre en charge en fait. C'est-à-dire que de à la fois renforcer le transverse de l'abdomen, à la fois renforcer les muscles du plancher pelvien via des techniques respiratoires qui sont tirées du yoga. En vrai, si Marcel Coffrier, tu diras non, mais si, en fait, elles sont tirées du yoga. Et donc, c'est vraiment l'aspiration diaphragmatique. Je ne sais pas si tu as des photos, si tu veux voir. Peut-être que je les montrerai, je montrerai des photos, oui. Ouais, voilà, tu inspires, tu souffles complètement, tu arrives en expiration totale et ensuite, tu vas venir essayer d'ouvrir encore plus l'arc costal, remonter tous tes viscères par le haut et donc, ça va créer une sorte de piston, un effet de dépression en fait à l'intérieur de l'abdomen qui va aspirer tout vers le haut et notamment les viscères pelviens quand c'est bien fait. Et apparemment, d'après les concepteurs de ces techniques, il y aurait une activité réflexe en fait des muscles transverses et des muscles du plancher pelvien qui permettrait en fait un renforcement de ceci, quoi, tout simplement. Donc, en gros, c'est ça, pour expliquer assez simplement. Mais l'aspiration diaphragmatique que moi j'ai étudiée pour voir un peu tout le panel, c'est juste ce truc de piston, quoi. Parce que normalement, c'est associé à des postures en plus. Voilà. J'ai été, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai été vraiment, je ne savais pas, mais que tu parles d'Arnold Schwarzenegger dans ton mémoire. Oui. Et alors, est-ce que c'est vraiment lui qui a démocratisé le truc, du coup ? En fait, non, c'est pas lui en soi qui a démocratisé le truc, mais bon, Arnold Schwarzenegger est quand même assez célèbre pour ça. Mais si tu veux, dans le monde du culturisme, on parle souvent de stomach vacuum. Peut-être que ceux qui t'écoutent et qui font beaucoup de fitness et notamment du culturisme savent ce que c'est, ou ont cette culture-là. C'est vraiment en fait une technique, c'est la même technique d'aspiration là, comme ça, qui permet d'écarter les côtes. Et en fait, ça permettait d'avoir le ventre hyper plat et aussi comme on ouvre l'arc costal, d'avoir ce truc de très un peu plus mastoc, un torse très large, et avoir vraiment et une taille très fine. Et cette technique-là, elle était utilisée notamment pour les photos, etc., pour avoir cet aspect un peu plus esthétique. Je sais pas trop, je pense pas qu'il y avait encore. Faudrait que je me renseigne, mais à mon avis, il n'y avait pas encore ce truc de oui, mais en fait, c'est parce que ça renforce les muscles profonds de l'abdomen. Je pense que c'est pas du tout. C'était pas du tout dans les. Je pense que c'était purement esthétique. Et tu vois, c'était avant la mise en place de Marcel Coffrier en obstétrique, quoi, sur la prise en charge obstétrique. Donc, tu avais les postures de yoga, Arnold Schwarzenegger avec ça, et ensuite Marcel Coffrier. Donc, il faut vraiment mettre les choses en place et il faut pas. Voilà, il n'a pas tout inventé, ça a été pris. Ça existait déjà avant. Je me faisais cette réflexion-là. Dans mon cursus, moi, quand je suis sorti en 2005, pour parler de Coffrier, du coup, pour citer un nom, c'était un petit peu, à mon époque, un petit peu le Graal de la rééducation, avec un espèce de côté mystérieux, puis un peu un appel, tu sais, au truc ancestral du yoga. Et du coup, pour des kinés de ma génération, et encore une fois profane, peut-être que les gens pourraient ne pas être d'accord avec moi, c'était un petit peu vers quoi il fallait aller pour être bon en pelvipérinéologie, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur un modèle, j'imagine, un peu différent? C'est toujours Non, on est sur des modèles différents. Ouais. En fait, ce qui est vraiment bien avec cet essor, peut-être vraiment avec toutes ces techniques très globales, donc celle de Marcel Coffrier, celle de Bernadette de Gasquet, le low pressure fitness, qui est un peu l'héritier des techniques de Marcel Coffrier, mais qui est plus situé dans l'Amérique du Sud et aussi au Canada. C'est que tu vois, il y a eu cet essor de techniques très globales où tu n'avais pas juste besoin de faire ces touchés-là, tu vois. Il y a beaucoup, je pense que c'était bien pour ces personnes-là qui ne se sentaient pas à l'aise avec le toucher, avec ce côté très, c'est invasif quand même comme prise en charge, et donc se dire que on pouvait déjà rééduquer sans toucher en interne. Donc, je pense que ça, c'était un peu la révolution. Et ensuite, sur le fait que je pense que ça a aussi été la révolution dans le fait que les kinés utilisaient des techniques hyper précises pour rééduquer, par exemple, au niveau abdominal, avec des crunchs, avec des techniques qui engendraient énormément de pression à l'intérieur de l'abdomen, dirigées vers le bas au niveau du plancher pelvien, donc qui étaient délétères pour le plancher pelvien.
Et donc, il y avait aussi cette technique-là qui disait, mais oui, mais en fait, là, ça ne pousse pas vers le bas. Et en plus, ça rééduque aussi les abdos. Donc, c'est tout bénef, c'est vraiment bien. Voilà, je pense que peut-être on vous a montré ça pour vous dire, bah voilà, là, au moins, vous n'êtes pas délétère. En plus, ça a l'air plutôt efficace. En plus, ça rééduque le périnée. Franchement, c'est bien. Je pense que c'est ça. Mais actuellement, non, on n'est plus trop là-dessus. On se rend compte, bien entendu, il y a toujours énormément de personnes qui utilisent l'hypopressif, qui leur donnent, l'hyperpressif. Quand je dis hyperpressif, c'est vraiment aspiration diaphragmatique. Hein. Je prends tout, tout, mais je vais plutôt dire aspiration diaphragmatique, donc qui utilisent des techniques basées sur l'aspiration diaphragmatique et qui ont des résultats, qui ont vraiment des résultats cliniques qui semblent convenir en tout cas à la patientèle, donc ça c'est vraiment cool. Mais maintenant, il y a d'autres techniques qui sont sorties et on a cette chance aussi d'avoir de plus en plus de thérapeutes qui lisent la littérature scientifique et qui remettent en question, bien entendu, ce que d'autres personnes ont pu apprendre. Il y a beaucoup plus de débats. Là, oui, clairement, on est sur des prises en charge. Là, maintenant, on est plus sur des prises en charge core stability, qui n'est pas forcément mieux, hein, puisque maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de trucs qui nous disent que non, en fait, c'est pas forcément bon, il n'y a pas d'instabilité, etc. C'est pas le bon terme, il faut changer. Mais ce qui est cool aussi, c'est que à chaque fois, ça change. Et à chaque fois, il faut se remettre en question, et c'est pas plus mal. Ouais, le principe de la méthode scientifique. Hein. C'est ça, voilà. Faut avoir aussi un peu de force mentale pour se dire, putain, j'ai appris ça à je sais pas combien de patients, j'ai appris ça à des étudiants et en fait, il faut que je change et moi aussi, il faut que je réapprenne. Franchement, c'est plus facile et je peux comprendre, c'est plus facile de faire non, mais en fait, ça, je sais que ça marche et ça marche. Mais non, en fait, il faut se remettre en question. C'est ça. Mais après, ça peut être effectivement coûteux et compliqué. Si je repasse sur ton mémoire, et c'est le sujet, je voulais en discuter avec toi aujourd'hui, parce que tu as brillamment, s'il faut le dire, reçu un prix pour ce mémoire, en tout cas pour un abstract. Tu as participé au congrès en 2020 de la Société internationale de l'incontinence, c'est comme ça qu'on dit en français ? International Continence Society, donc la Société internationale de la continence en français. D'accord. Et c'est une société savante similaire à la WCPT, si tu veux, mais pour le domaine de la pédipérinéologie, hein, on n'est pas sur le même niveau. Et donc, non, parce qu'en fait, la WCPT, je crois que c'est que des physiothérapeutes. D'accord, donc l'ICS, c'est pas que des physios. L'ICS, c'est pas que des kinés, c'est aussi des gynécologues, c'est le corps médical, voilà. Corps médical, infirmière, sage-femme, on est vraiment et physiothérapeute, du coup, ils disent physio. Donc, c'est vraiment toutes les professions qui vont travailler sur la continence sont invitées au congrès, à participer au congrès en tout cas, et à parler sur ces sujets-là. Donc, ouais, c'était plutôt cool. Déjà, parce que c'est super d'avoir un prix. Enfin, ça fait toujours plaisir. Ouais. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir parce que j'avais, en gros, c'était quand j'avais préparé mon abstract. En plus, j'ai vraiment beaucoup bossé sur cet abstract-là parce que j'ai la chance d'avoir une directrice de laboratoire qui est très très rigoureuse. Et donc Chantal on avait travaillé ensemble, et donc voir tout ce travail. Vraiment avoir avoir cette récompense-là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà. Mais l'International Continence Society, je conseille à chaque fois à mes élèves d'aller checker vite fait. C'est eux qui font les recommandations internationales sur le sujet. Donc franchement, c'est à voir. De toute façon, les recommandations internationales, certes, elles sont en anglais. C'est un gros pavé, mais c'est téléchargeable en PDF, c'est gratuit. Franchement, il n'y a pas de raison pour pas aller lire. Et c'est tous les... Attends, je te dis pas de bêtises. Je crois que c'est tous les 2 ou 3 ans qu'ils refont un checking de ce qui est sorti sur les sujets. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est assez fréquent. Ouais, c'est assez fréquent. La dernière, elle date de 2017. Normalement, ils devaient en faire une là, mais ils vont la sortir, je pense, cette année ou l'année prochaine. Parce qu'avec le Covid, forcément, ça va être un peu compliqué. Et donc, si j'ai tout bien compris, tu as cherché à évaluer justement l'impact de ces aspirations diaphragmatiques sur l'incontinence urinaire féminine d'effort, c'est ça ? Ouais, alors, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais moi, c'était une étude mécanistique. Donc, ça veut dire que je n'ai pas cherché à voir si le traitement basé sur l'aspiration diaphragmatique
permettait d'avoir des améliorations cliniques. Il y a déjà des études qui ont été faites sur le sujet. Mais on s'était justement posé la question avec Chantal, on s'est dit, mais c'est bizarre parce qu'il y a énormément d'études cliniques. Enfin, énormément, non, pas énormément, mais il y en a quelques-unes qui sont sorties, mais il y a assez peu d'études mécanistiques, de voir exactement comment ça marche sur le temps T, là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on s'est fait, bon, allez, on check chez les femmes incontinence urinaire à l'effort, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du vagin, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des pressions à l'intérieur du vagin quand on fait une aspiration diaphragmatique. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une aspiration diaphragmatique avec posture, puisque finalement, une vraie technique hypopressive, low posture fitness, les anciennes de Gasquet, c'était associé à des postures. Donc, est-ce que la posture ramène quelque chose comparé à du coup, un modèle qu'on connaît bien, qui est la contraction maximale volontaire des muscles du plancher pelvien, qui est la contraction analytique, comment dire, on connaît à peu près tout sur cette contraction-là. On a déjà fait des études dynamométriques. Attends, c'est quoi cet outil? Je ne sais plus le nom de l'outil. Je rechercherai, je te redirai. En tout cas, des études de pression, des études de force, on sait à peu près. Donc, on savait c'était quoi le modèle et on s'est dit, on va checker, on va comparer. Et c'est cette contraction-là qu'on utilise pour le renforcement et on sait que ce renforcement marche. Donc, et donc, on a utilisé en fait un outil c'est un biofeedback manométrique. Donc, mais qui était assez particulier parce qu'il permettait, en fait, il avait 8 capteurs de pression. Donc, tout le long du vagin, un vagin, ça fait 7 cm à peu près de longueur. Et donc, il te fait tout le profil de pression tout le long du vagin, en fait. Donc, ça te permet vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe tout le long. Est-ce que tu as une contraction ou pas? On savait à peu près, d'après certaines études, où était situé le pic de pression des muscles du plancher pelvien. Donc, c'est environ à 3,5 cm de l'entrée du vagin. Et il y avait maintenant certaines études il y a certaines études de Jennifer Kruger notamment, qui a été la personne qui a créé cet outil-là. Donc, avant même de créer cet outil-là, elle avait déjà fait pas mal d'études. Si tu as un écho. Non, c'est bon. Non, moi j'entends l'écho. C'est bizarre. Tout va bien. Ok, d'accord. Oui, c'est bon, je l'entends plus. Et donc, en gros, Jennifer Kruger, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé si c'était possible de mesurer aussi la pression intra-abdominale, mais à l'intérieur du vagin. Parce que si c'est trop compliqué pour toi, tu me dis de réexpliquer. Mais en gros, quand tu mesures la pression à l'intérieur du vagin, si tu n'utilises qu'un seul petit capteur, par exemple, tu vois déjà ton capteur, il bouge tout le long du vagin. Et en plus de ça, imaginons que tu veux mesurer la pression à l'intérieur du vagin quand ça se contracte, tu vois. Si je pousse par en bas, tu vois, avec mon abdomen, si je fais une manœuvre de Valsalva, il va y avoir une augmentation de pression à l'intérieur du vagin, mais ce n'est pas parce que je contracte, c'est parce que je pousse. Et donc, à chaque fois, il y a ce biais énorme quand tu mesures la pression à l'intérieur du vagin, donc en faisant des mesures manométriques, oui, mais est-ce que je mesure vraiment la contraction ou est-ce qu'il n'y a pas une poussée vers le bas? Est-ce qu'il n'y a pas la pression intra-abdominale qui va être un biais, quoi. Donc, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est que soit on met une sonde intrarectale en plus de la sonde intravaginale, ce qui est très invasif pour le patient et voilà, c'est compliqué, ou alors on passe, c'est nasogastrique, je crois. Donc, c'est pas génial. Mais là, ce qui est plutôt cool, c'est que tu fais tout en même temps. Donc, là, c'était bien. Et donc, on avait cet outil-là qui... Voilà, c'est ça. Elle permet à la fois de mesurer la pression intra-abdominale, normalement, et aussi la pression engendrée par la contraction des muscles du plancher pelvien. Tout ça par voie vaginale. C'est beaucoup moins invasif et ça te permet de vraiment comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc voilà, c'était ça mon étude. Si je continue, donc tu me dis si j'ai bien compris. Dans l'état de l'art, il y a des études qui ont été faites sur l'efficacité de ces techniques hypopressives, si j'utilise ce terme générique, si tu me permets ce raccourci. Et du coup, alors, il ne me semble pas que tu l'aies dit, l'état de l'art dit quoi par rapport à ça? Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ou oui et non, comme d'habitude? C'est pas gentil comme question, ça. Alors, comment dire, mécanistiquement, les études pourraient montrer que ça fonctionne un peu. Ça fonctionne un peu. Donc, les études mécanistiques.
Ah, donc, Et en moi, je te fait, posais... au niveau clinique, ça marche pas. Au niveau clinique, Ah, d'accord, voilà, c'est ça ma question. ça marche pas. Au Donc, niveau cliniquement, on clinique, n'a ça pas... marche pas. Comparé à un renforcement analytique des muscles du plancher pelvien, ça marche pas. D'accord, donc ça n'apporte Ça, y pas a plus pas d'effet. de, ça n'apporte pas plus d'effet. En fait, la problématique qu'on a dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a assez peu de personnes qui ont fait. Je compare juste la contraction des muscles du plancher pelvien versus hypopressif pur. Beaucoup de littérature a fait. Enfin, dans la littérature, on a beaucoup de. Je compare la contraction des muscles du plancher pelvien versus hypopressif plus contraction des muscles du plancher pelvien. Donc, c'est pas vraiment ça. Et en plus de ça, en fait, ça n'apporte rien. Donc, ouais, ça apporte pas plus que ça au niveau d'incontinence urinaire. Beaucoup de personnes vont dire oui, mais ça permet de remonter aussi les prolapsus. Ça ne remonte pas les prolapsus, enfin, en tout cas, parce que l'interne. Ça n'influence pas le pop-Q, en fait, au début ou à la fin. Et après, au niveau mécanistique, c'est un peu plus mitigé. Il y a des gens qui disent que oui, en fait, ça permet par rapport au repos, il y a une différence, mais par rapport à une contraction des muscles du plancher pelvien, c'est pas bon. C'est pas bon. La contraction des muscles du plancher pelvien, il y a une plus grande différence entre le repos versus aspiration diaphragmatique et le repos. D'accord, donc ça éveille une autre question pour moi. Est-ce que, on est d'accord que ce sont des exercices, est-ce que on peut imaginer que si la patiente ou le patient utilise ce type de contraction avant un effort, est-ce que ça diminue le risque d'avoir des accidents ou pas, des fuites urinaires, des choses comme ça? Quand tu fais l'aspiration diaphragmatique ou quand tu fais la contraction des muscles du plancher pelvien? Si j'ai bien compris, l'aspiration diaphragmatique, ça peut être utilisé en séance pour éduquer ses patientes. Et est-ce que c'est utilisé que dans ce cadre-là ou après on apprend aux patientes, par exemple, sur un effort, dire voilà, vous allez faire tel effort-là, pensez à faire une contraction, une aspiration pour protéger votre plancher périnéal? Je pense que oui. Alors moi, je l'utilise. En fait, le truc, c'est que moi, j'utilise assez peu l'aspiration diaphragmatique maintenant, vu que j'ai fait mon mémoire dessus et que je sais que, voilà, c'est assez mitigé, etc. Donc, je l'utilise que sur certains trucs où je sens que ça peut marcher avec la patiente. Je demande très, 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 très rarement à la patiente de le faire à la maison parce que souvent, c'est mal fait, tout simplement, parce que la patiente n'arrive pas forcément à le faire bien. Je sais qu'il y a certains thérapeutes qui essayent de le mettre en place en auto-exercice à la maison, au moment où, moi avant je le faisais, avant de faire mon mémoire de master, la technique hypopressive c'était quelque chose que j'utilisais beaucoup et tout, et c'est vrai que j'essayais de le dire à la patiente, voilà, essayez de le faire et tout, ça va vous améliorer. Les patientes, le retour que j'avais, c'était que c'était franchement désagréable à faire. Si tu le fais, tu vas sentir que ça va tirer tout le long du diaphragme. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. C'est une technique qu'on fait en apnée, donc c'est pas du tout fonctionnel. Tu vois, tu peux pas faire quelque chose d'autre en même temps. Tu peux pas faire ta cuisine en même temps que tu fais ton aspiration diaphragmatique, c'est compliqué. Donc voilà, c'est chronophage, c'est pas fonctionnel. Et c'est du travail en apnée. Je suis pas fan de faire travailler en apnée mes patientes. Donc, d'autant plus qu'elles ont tendance, des fois, il y a certaines personnes qui ont tendance à faire des manœuvres de Valsalva du coup. Donc, c'est totalement l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà, mais je sais que c'est utilisé en auto-exercice. Il y a certaines personnes qui l'utilisent. Donc, si on fait la synthèse de cet hypopressif, ce qui a été étudié, si je comprends bien, tu me dis, je vais faire un résumé rapide, c'est qu'a priori, cliniquement, ça ne présente pas plus d'intérêt. Mécanistiquement, c'est un peu sujet à controverse. Est-ce que ça ne réduit pas vraiment la pression intravaginale? En fait, c'est pas que ça réduit la pression intravaginale. Le but, c'est que ça augmente la pression intravaginale, justement, et que ça diminue la pression intra-abdominale. Tu vois, ça fait un effet piston, si tu veux. Boum, et donc, voilà, c'est ça. Et en gros, oui, c'est assez controversé parce que finalement, si tu regardes un peu mon étude, par exemple, si on prend les résultats de mon étude, tu vas voir que quand je contracte mes muscles du plancher pelvien, il y a un bon pic de pression qui est engendré à l'intérieur du vagin, juste au milieu, là où il y a mes muscles du plancher pelvien. Quand tu regardes, quand je fais une aspiration diaphragmatique, il y a il y a un tout petit pic. Il y a quand même un pic. Ça peut être intéressant. Quand tu fais une aspiration diaphragmatique avec une posture, donc une vraie technique d'hypopressif ou low pressure fitness,
À ce moment-là, tu as aussi un petit pic qui n'est pas différent du pic qu'il y a juste avec l'aspiration diaphragmatique seule. Donc déjà, juste le fait de mettre une posture, c'est pas forcément, ça change pas grand-chose peut-être. En tout cas, sur la pression à l'intérieur du vagin, je ne parle pas d'autre chose, c'est vraiment juste au niveau du vagin. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on va regarder ces petits pics-là. Est-ce que le petit pic, il est différent de la pression de repos? Est-ce qu'il y a une différence significative? Et moi, le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas trouvé de différence significative entre ce petit pic de pression retrouvé lorsque je fais une aspiration diaphragmatique et ma pression de repos, en fait. Donc, c'est vraiment un sujet à controverse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, mais ça crée une activité réflexe. Moi, je l'ai vu avec l'EMG, quand je vais demander à la patiente une aspiration, je vois l'EMG sur le biofeedback, ça monte. Déjà, il faut faire attention. L'EMG à l'intérieur du vagin, la problématique de l'EMG de base, c'est qu'on a beaucoup de bruit. Donc, il faut vraiment faire attention à mettre les capteurs là où il y a les muscles et que si on fait une contraction d'autres muscles, on va avoir une augmentation au niveau du feedback qui n'est pas forcément liée en fait à une contraction des muscles du plancher pelvien. Donc, franchement, il faut faire vraiment attention à ça. Et c'est de la controverse. C'est très controversé en fait ces techniques-là. Donc, il faut faire attention à ce qu'on peut dire, ce qu'on apporte en fait aux patients. Mais c'est une technique qui est intéressante sur d'autres choses, hein. Franchement, sur l'aspect proprioceptif. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser moi, je pense aux travaux de Paul Hodges, notamment, qui sont utilisés dans le cadre. Alors, on n'est pas là pour discuter trop de l'instabilité lombale, qui est sujet très à controverse pour certains. Bon, c'est des problématiques de terme pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, effectivement, de cette rééducation-là, elle a un intérêt chez le patient lombalgique, par exemple, ne serait-ce que pour on va dire, changer la proprioception, pour améliorer le contrôle moteur, pour proposer des mouvements différents? Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour le patient, pour essayer de... Les patientes si je vois avec mes patientes à moi qui ont des problématiques pour contracter, par exemple, on se rend compte que, comme je te l'avais dit, aspiration diaphragmatique seule égale aspiration diaphragmatique avec contraction des muscles du plancher pelvien. Non, pardon, je n'ai rien dit. Pardon, contraction des muscles du plancher pelvien égale aspiration diaphragmatique avec la contraction. Donc, quand ils n'arrivent pas à contracter tout seuls, des fois, juste le fait de lui faire une aspiration diaphragmatique, ça l'aide. En fait, il y a une petite ascension viscérale. Elle se dit, je sens quelque chose qui se passe à l'intérieur de mon vagin et tout, j'arrive à mieux contracter. Pour l'aspect proprioceptif, c'est plutôt cool. Il y a un article qui est sorti sur le sujet, justement, donc ça peut être intéressant. Chez les patientes, pareil, pour la rééducation abdominale, où je sens que l'abdomen, c'est difficile pour elles de toucher, pour avoir une visualisation de leur abdomen, toujours l'aspect proprioceptif, je leur fais faire ça. Ça permet de mobiliser à l'intérieur. Pour les patients lombalgiques, je l'ai déjà utilisé quand je le faisais encore à l'époque, quand je faisais d'autres patients. Je l'avais déjà utilisé. Ça peut être aussi intéressant, mais c'est toujours la même problématique. C'est pourquoi on l'utilise. Est-ce que tu l'utilises pour l'aspect oui, mais c'est parce que ça contracte le transverse? Alors, oui, peut-être, mais on ne le sait pas, parce que la seule étude qui est sortie sur le sujet là-dessus, en fait, elles utilisaient des EMG de surface pour aller mesurer le transverse. Et l'EMG de surface, c'est toujours la même problématique avec l'EMG, c'est que tu ne peux pas aller choper l'activité électrique d'un muscle aussi profond, donc c'est compliqué. Mais ça peut être intéressant. Ça donne du mouvement à l'intérieur, c'est plutôt cool. C'est quand tu as des organes congestionnés, quand tu as des douleurs un peu abdominales, ça peut être intéressant. Donc j'utilise pour ça, par exemple. Les constipations chroniques, ça peut être intéressant aussi. En plus du massage abdominal, ça leur permet d'être autonome. Hein. C'est toujours la même chose. Donc ouais, j'utilise vraiment pour ça. Mais c'est des choses assez spécifiques et même des fois, en fait, il y a certaines patientes, en fait, ça va marcher chez certaines patientes, donc autant y aller, on s'en fout, c'est pas grave si c'est pas prouvé ou quoi que ce soit, mais si ça marche, on y va. Mais bon, il faut toujours avoir dans l'esprit qu'il faut essayer avant les trucs un peu plus recommandés, un peu plus efficaces, quoi. Enfin, pas efficaces, mais on sait qu'il y a plus de preuves dessus. Je préfère utiliser ça d'abord, et puis si ça marche pas, on va sur les autres trucs. Voilà. Bien sûr. Je voulais te poser une dernière question, parce que je ne connaissais pas les chiffres exacts, mais je savais qu'il y avait une grande partie des femmes qui avaient une grande partie. Il y avait une partie non négligeable de femmes qui avaient des fuites urinaires, et notamment, alors je ne parle pas des physios, mais notamment il y en a beaucoup qui se disent que c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en 2020 avec les preuves qui sont à ta disposition sur ces problèmes de fuite urinaire à l'effort? Qu'est-ce qui te paraît être vraiment le top de la réduc et qu'est-ce qu'il faut pas rater?
Euh, alors, déjà, je voulais juste rebondir sur un truc que tu avais dit tout au début, quand tu disais que tu n'avais jamais vu en fait, de patientes qui avaient des fuites urinaires. Moi, je suis sûre que tu en as vu, mais c'est juste qu'elles Ah, t'en ont pas parlé. oui, oui, c'est Mais en fait, vrai. c'est un peu, mais c'est la problématique en fait qu'on a là, c'est que il y a plein de physios et il y a plein de femmes qui vont pas en parler, qui en ont en fait, qui ne vont pas en parler, et plein de physios qui vont pas, malgré les cours qu'on donne, malgré le fait que c'est de plus en plus mis en avant par le Conseil de l'ordre. Je crois qu'il y a eu il me semble qu'il y a eu vraiment une grosse campagne sur le fait que le kiné a la possibilité de prendre en charge les incontinences urinaires à l'effort, les incontinences urinaires par urgenterie. Il y a d'autres types d'incontinences urinaires, bien entendu, que l'effort. Et, euh, et donc, mais les femmes n'osent pas vraiment parler. Donc, c'est vraiment au physio d'aller d'essayer de poser quelques petites questions comme ça. La sportive, par exemple, qu'on prend en charge pour des problématiques un peu du bassin, bah, vous n'avez pas de fuite pendant l'effort, etc. Enfin, voilà, c'est notre rôle à nous de poser certaines questions. C'est ce que j'enseigne en master, en fait, de vraiment faire ça. Et pour répondre à ta question de qu'est-ce qui se fait maintenant c'est quoi, en gros, c'est quoi les recommandations internationales sur les prises en Voilà, charge? c'est ça. C'est ça? Non, si Pour parler, d'accord. jamais demain Alors, je dois prendre une patiente d'accord. avec cette problématique-là, qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu fais beaucoup d'éducation thérapeutique. Donc, ces patientes-là, tu vois, par exemple, elles vont avoir tendance à arrêter de boire parce que elles se disent, bah, si je bois pas, je vais pas avoir de fuite. Sauf que le problème, c'est qu'il faut leur expliquer que c'est qu'en faisant cette technique-là, elles réduisent certes de 20%, par exemple, leur fuite urinaire, mais elles augmentent drastiquement le risque d'avoir une infection urinaire qui va poser des problèmes de fuite urinaire, en fait. Donc, ce n'est pas la chose à faire, par exemple. C'est de leur dire que, par exemple, la constipation, tu vas me dire, ça n'a rien à voir, Tara, la constipation, c'est derrière, c'est pas des fuites. Mais en fait, la constipation, ça va engendrer des manœuvres de Valsalva quotidiennes qui vont être délétères, en fait, pour le périnée. Donc déjà, juste tout faire voilà, l'éducation de bah, voilà, la posture à la selle, le comportement mictionnel, de dire, bah voilà, vous me dites que vous allez 10 fois aux toilettes, mais vous buvez combien? 2 litres d'eau par jour ou 3 litres d'eau par jour? Ah non, je bois que 5. Non, en plus, je bois pas beaucoup, je bois 75 centilitres. C'est que c'est bizarre, il y a un problème. Il faut... Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, toi, tu peux poser des questions et même si tu ne sais pas prendre en charge, tu peux réorienter. C'est pas grave. Tu réorientes et tu dis, bah, là, je pense que c'est pas normal. Il faut faire comprendre à la patiente que c'est pas normal parce qu'il y a beaucoup de patients qui disent, bah oui, mais bon, vous savez, je suis ménopausée, c'est bon, c'est normal. Ma grand-mère, elle a eu ça, ma mère, elle a eu ça, ma soeur, elle a ça. Alors, en fait, je pense que il faut faire quelque chose. Donc, déjà, vraiment faire l'éducation thérapeutique, dire, bah non, mais en fait, c'est pas normal. On peut soigner. Vous n'êtes pas obligé de passer par la case opération. Déjà aussi, il y a un gros travail à faire auprès des médecins, certains médecins qui ne savent pas que pour l'incontinence urinaire, à l'effort notamment, la première intention, c'est la kiné. On a vraiment ce rôle-là de, à court terme, on sait que la kiné, elle est hyper efficace. Donc, au lieu de passer direct par la case opération avec tous les risques qu'on peut avoir de complications, etc., on peut d'abord être sur un traitement conservateur. Et donc, c'est pas mal quand même. C'est plutôt cool de dire que bah, on peut être acteur là-dessus. Je ne parle pas sur le moyen terme, long terme, où les études, là, sont un peu moins bonnes. Enfin, moins bonnes, dans le sens où elles montrent qu'il y a moins de résultats. Donc, ça, c'est plutôt dommage encore pour nous. Mais je pense que c'est parce qu'il faut encore plus d'études pour montrer que c'est possible. Mais voilà, donc déjà, tu as ce gros travail d'éducation thérapeutique. Ensuite, nous, thérapeutes un peu spécialisés dans le milieu ou qui ont fait des formations là-dessus, ben, on est sur du renforcement. Sur l'incontinence urinaire à l'effort, on est sur du... Vraiment, les recommandations, c'est renforcement analytique des muscles du plancher pelvien. Donc c'est ça, avec toutes les modalités dessus de travail en endurance, travail en explosivité, travail voilà, enfin, de travail proprioceptif, travail de la force. Voilà. Donc, ça va être ça, par exemple. Et ensuite, bien entendu, chaque thérapeute va faire un peu différemment, mais il y a aussi le travail abdominal un petit peu à faire, travail de la respiration. Il y a tout ça un peu à côté, mais vraiment, ça va être le renforcement. Analytique, volontaire. C'est vraiment volontaire. Il ne faut pas que ça soit de la STEAM. Voilà. Ok, super, je te remercie d'avoir reparlé du côté que j'envoie des patients. Je voulais en parler pendant cette interview, le côté un peu honteux, pas que pour les patientes, mais aussi parfois pour les thérapeutes. C'est pas forcément évident
Moi, je pose des questions de routine sur la vessie, mais parce que je vois beaucoup de patients en Belgique, c'est pour éliminer des pathologies Ouais, les exclusives. drapeaux rouges. C'est ça. Mais c'est vrai que clairement, je ne vais pas forcément y penser de manière spontanée, alors que comme tu le dis, il y a plein de femmes qui se disent non, mais c'est normal à mon âge, ou c'est normal parce que ci, parce que ça. Bien, je trouve ça bien ce message de dire en fait, c'est pas normal et il y a des solutions. Ouais. Euh, ok, merci beaucoup pour ça. Si on parle de manière un petit peu plus large, quels sont tes projets d'avenir? Mes projets d'avenir, bah, ça serait profiter de la Réunion, déjà, première chose. Oui. Deuxième chose, ça serait, bah là, en fait, bon, je pense que j'ai le droit de le dire, je poserai la question, mais bon, ça va faire un peu de pub, c'est pas mal. Je suis en train, il y a Adrien Palot qui a sorti une collection, et donc de livres, Les indispensables en kinésithérapie, il me semble que c'est ça le titre de la collection. Et donc, il m'en avait parlé et il m'a dit bah, ça serait cool qu'il y ait un livre sur la pelvipérinologie dans la collection parce que c'est un domaine qui est assez peu mis en avant. Et donc, bah, il y a ce livre-là sur lequel on travaille, donc qui va, je pense, sortir d'ici cette année, j'espère. Et il y a aussi le projet de thèse, du coup. Donc, on croise les doigts pour que ça puisse se mettre en place. Mais du coup, c'est pas encore sûr à 100%. Il y a différents projets possibles. Il y a le projet en Suisse, donc celui de Jeanne Berthuis sur les excisions. Donc, projet qui semble très, très intéressant. Donc, à voir après avec les financements si c'est possible ou pas. Est-ce qu'il y avait un autre projet de thèse? Je sais plus. Il doit y avoir d'autres projets de thèse dans le coin. C'est toujours la même chose, en fait. C'est ça qui est compliqué. Si seulement, en fait, on avait aussi... Ou alors, peut-être, je ne cherche pas assez, mais je n'ai pas trouvé de projet de thèse en pelvipérinologie pure en France, en fait. Je suis obligée de m'expat à chaque fois. Tu vois, le master, je suis obligée de partir à Montréal, ce qui est ultra cool. Je ne m'en plains pas. Mais c'est quand même... c'est dommage, en fait. C'est très, très dommage. Il n'y a pas trop de labo spécifique pelvi ici, quoi. Mais bon, voilà. Donc, ça serait ça. Prochain projet, c'est la thèse. Et ensuite, peut-être retravailler avec certaines startups parce qu'il y a des startups super cool qui commencent à sortir dans le milieu et en pelvipérinologie, il y a quelques trucs super sympas à mettre en place. Donc, voilà. J'imagine ce que j'allais te poser comme question. On est à un monde où les technologies, elles se développent à vitesse grand V, puis elles intègrent nos vies. Et je me disais, il doit exister quand même des applications déjà pour justement aider les femmes et les hommes pour Ouais. ça. Ouais. Bah, Quelle est la part du marché? Je ne me rends pas compte. Est-ce que c'est très utilisé, ça, Non. Non, c'est pas Non? très utilisé encore. Ça commence, mais pas encore parce que c'est onéreux en fait pour les patientes. Tu vois, genre par exemple, Verifit, on est sur normalement le prix de base est de 200 € la sonde. C'est pour la Ah, quand patiente, même. c'est quand même extrêmement Ah cher. oui. Après, tu pourras toujours dire oui, c'est cher effectivement sur le coût, il faut quand même débourser 200 €. Mais enfin, quand tu dois acheter tes protections pour les incontinences, que sur un an, ça te coûte 1500 € quand même, ce truc-là, 1200 et des bananes, il me semble. C'est ça. Il y a un rapport de HAB qui est sorti, il date de 2007, hein, mais les chiffres sont quand même assez parlants et je pense qu'ils n'ont pas bougé, voire même ils ont augmenté au vu de, en plus, le vieillissement de la population. Donc, on est sur ça coûte cher tous les ans pour les femmes. Donc, voilà, si on fait le ratio, on se dit, bon, 200 € certes, c'est assez onéreux, mais au moins, ça permet aux patients de faire leurs exercices à la maison et d'améliorer leur qualité de vie. On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Mais ça reste quand même assez cher, tu vois. Je le propose pas à tout le monde, pas à toutes les patientes, parce que ça sert à rien d'acheter une sonde si c'est pour qu'elle reste dans le tiroir. Donc, c'est toujours la même chose. On essaye de checker, de faire des petits entretiens motivationnels, de regarder un petit peu en commençant à faire des petits auto-exercices, faire est-ce que vous êtes capable de les faire. OK, on arrive sur un protocole de renforcement un peu plus strict, je suis un peu militaire, moi, avec mes patientes, sur les protocoles. Donc, j'essaye de voir si elles arrivent à tenir un rythme sur 3 mois à peu près. Puis si sur 3 mois, elles me sortent, bah ouais, c'est super cool vos exercices, Sarah, mais franchement, c'est pas très motivant, je commence à perdre la motivation, etc. Là, je commence à parler des sondes. Mais pas directement et pas pour tout le monde. Parce que Ok. voilà. Mais ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a différents types de sondes, etc. Après, ça dépend de ce que veut la patiente. Voilà, ça dépend.
Ok, super. Merci beaucoup. J'aime bien poser deux questions pour finir les interviews. Ces deux questions où, si jamais tu avais une baguette magique, Ouais. si tu devais revenir en arrière, si tu devais changer quelque chose dans ton parcours professionnel, c'est pas obligé, hein, ce serait quoi? Et si on parle de manière plus large de la profession en France, en général, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu être changé ou qui aurait pu être accéléré ou que sais-je, ralenti? Si je pouvais prendre une baguette magique et changer un truc dans mon parcours, ça serait de Euh, j'ai été très vite, tu vois, dès ma K2, j'ai commencé à me spécialiser en fait en pelvipérinéologie. Et je trouve que c'est très bien, peut-être, pour sur certains trucs, certains axes. Oui, effectivement, j'ai avancé très très vite. J'ai acquis une expérience clinique assez rapidement. Mais le problème, c'est que je me suis fermée aussi à d'autres thématiques qui sont transversales. Par exemple, la prise en charge de douloureuses chroniques, des symptômes douloureux chroniques qui sont présents. Enfin, c'est très présent, tu vois, en pelvipérinéologie. Euh, et donc aussi voilà, si je pouvais changer un truc, ça serait ça. Ce serait de pas mettre trop, enfin pas me fermer trop. Après, bon, j'ai encore le temps. Hein, c'est pas comme si je pouvais pas m'intéresser encore. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Genre, ça, ça, ça m'intéresse énormément. Mais voilà, d'avoir cette ouverture un peu plus d'esprit, c'est ce que je me serais conseillé moi plus jeune, d'il y a 3 ans, de pas trop se fermer, de s'ouvrir et de toujours avoir ce petit œil de ah tiens, mais en fait, il parle du core stability là, et ça m'a l'air pas trop en fait, mais c'est ce que j'utilise, mais en fait, il faut que je change, mais parce qu'il parle de l'embryologie. Voilà, c'est ça. En fait, ça serait ça que j'ai envie de faire. Et pour la, pour la profession, qu'est-ce qui serait bien de changer? Je trouve que la profession, elle avance pas mal. Là. Je suis super contente d'être arrivée à ce moment donné pour là, en tout cas le développement de la profession. Euh, on est vraiment à une période charnière, je trouve, où on est en plein université. Enfin, voilà, on a ce pied dans l'université. On a voilà, plein de jeunes chercheurs super trop cool qui commencent à dire oui, mais en fait, maintenant, il faut construire des projets de thèse, des laboratoires, il faut construire des masters pour que les jeunes étudiants puissent mettre en place des projets de thèse. On a ce côté beaucoup plus littérature scientifique, sans oublier, bien entendu, le côté un peu plus empirique, expérience clinique, etc. Et enfin, moi, genre, je suis super contente de ça et je trouve que, voilà, oui, il y aura des choses à changer parce que rien n'est parfait, mais on est sur une lancée qui est plutôt cool et je suis plutôt contente d'être kiné aujourd'hui. Donc, voilà, pour l'instant, je ne changerai pas grand-chose. Bah, c'est Voilà. c'est super de terminer sur une note optimiste comme ça, surtout en ces périodes. Bah Ça ouais. fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose Bah d'optimiste. ouais, non, mais c'est parce que je trouve que, tu vois, quand je suis sortie de diplôme, j'avais des discussions avec certains camarades de classe qui me disaient, franchement, Sarah, en fait, le métier, c'est pas si bien que ça, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend vite qu'on est acteur de notre profession et que si on veut que les choses elles bougent, bah, finalement, suffit d'adhérer à certaines sociétés savantes, il suffit d'hausser un peu le ton, de dire, enfin, et pas hausser le ton, mais de dire, bah non, mais en fait, j'ai ce projet-là, ça serait intéressant de le mettre en place. Voilà, de tout ce qui manque, peut-être, c'est juste de le proposer et de trouver des gens qui soient assez cool et avec qui on peut travailler et mettre les choses en place. Et en fait, c'est pas. Je suis très optimiste parce que j'ai ce pied-là dans les sociétés savantes où je vois qu'il y a plein de projets super qui se mettent en place. Je suis avec des gens qui sont hyper dynamiques, qui sont là, qui me poussent. Et moi, j'ai l'impression aussi que moi aussi, je pousse certaines personnes. Et voilà, peut-être que d'autres personnes me diront non, mais en fait, c'est complètement plat. Mais moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est hyper dynamique et qu'il y a plein de choses qui changent et elles vont sur la bonne voie. Enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est la bonne voie. Après, peut-être d'autres personnes diront que non, en fait, il faut surtout pas changer. Mais non, en fait, c'est super cool. C'est trop bien, en fait, d'être kiné aujourd'hui. Mais faut être dynamique, c'est tout. Voilà. Bon, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant de terminer cette interview? Euh, non, je crois que ça va. J'ai beaucoup parlé. Si jamais il y a certaines personnes Ah, qui c'est n'ont le pas trop principe, hein. compris ce que je disais, C'est le principe. ouais, ça passe. Mais voilà, s'il y a certaines personnes qui sont pas trop d'accord avec moi, avec ce que j'ai dit, ou même qui veulent discuter, bon, il n'y a aucun problème. Hein. Je sais pas si je te passerai mon mail et puis on peut discuter tout à fait. Je suis toujours, Ok. euh, je suis toujours dispo pour qu'on puisse discuter. Je suis souvent en congrès, donc
Il faut y aller. J'adore les discussions sur des sujets complètement, très, 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 pas forcément classiques. Donc, même là, j'ai fait une dernière communication sur les transgenres. Si vous voulez, on parle de transgenres, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Ok, super. Tu viens de dire un truc parce que je voulais te poser des questions sur les transgenres justement, mais ce sera Ah, peut-être l'occasion d'une autre discussion parce bah que c'est oui, une thématique une autre aussi que je trouve très discussion. intéressante. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pendant tes vacances pour répondre à mes questions. Et puis, merci pour ta disponibilité. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci Tara. À Bye. bientôt. Au revoir. À bientôt.